On écoute sa réaction. Je dois demander aux populations du pôle, aux dirigeants politiques du pôle, de se mettre, je leur demande de se mettre avec le président pôle, isoler Toumi et ses partisans, que nous mettions tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cache, et qu'on le mette hors d'état de nuit. Il n'y a pas de crise. Voilà. Un tueur qui ose dire il n'y a pas de crise. Il ose dire il n'y a pas de crise au Congo. Il tue. Et il ose dire il n'y a pas de crise. La France de merde, elle tue immensement des Congolais pour les pillages des minéraux. Les Congolais, il n'y a pas de valeur. Hein. Les Congolais, il faut les exécuter. Hein. Oui. Car pour la France, tuer les Congolais, c'est magnifique. Oui. Et après, ils osent dire les ninjas, mais grandement faux. Si Pasteur Toumi était un criminel, comment ça se fait que Sassou et Pasteur Toumi, ils étaient à côté et travaillaient ensemble au début? Grand mensonge. Grand mensonge. Ce qui se passe au Congo est un crime contre l'humanité, un génocide contre l'humanité. Et la France, ils sont spectateurs du cinéma du pôle. Le film du pôle. Le film du pôle est un film sans arrêt. Et la France, ils sont ravis parce que le grand maître maçon, qui contrôle tous les maçons en Afrique, 8%, il doit donner pas mal de sang à la loge de France. Mais ce que vous voyez, la politique française, elle est basée que sur le sang du peuple africain. La politique française n'est basée que sur le sang du peuple noir. Et les Africains vivant à Paris, ils ont sauté hier. Vive les Bleus. Mais les plus grands idiots des idiots, le peuple noir. L'aliénation totale. Oui, l'aliénation. Ils sortent et disent vive les Bleus. Vive les Bleus, on tue au Congo-Brazzaville, on viole. On tue au Congo RDC, on viole. On tue au Gabon, on viole. On tue au Cameroun, on viole. On tue au Togo, on viole. Toute l'Afrique va mal. En Centrafrique, l'armée française a abusé des enfants. En échange boîte de sardines, biscuits. Et les Africains ont sauté hier. Vive les Bleus! Mais vive les Bleus? Mais maudit que vous êtes! Le franc CFA tue l'Afrique, appauvrit l'Afrique. Et vous, vous sautez vive les Bleus? Mais vous êtes en train d'encourager vive la souffrance du peuple africain. Les idiots que vous êtes. Au Congo, on tue. Parce que la France a validé qu'il faut tuer les Congolais. Et les armes que les Cobras ont, ce sont des armes vendues par la France. Total donne des armes. En échange, Sassou doit donner des barils de pétrole. Et en échange, il faut donner pas mal de minéraux. Oui, Sassou donne tout à la France. Hein. Qui fait, et la France, ils sont joyeux. Hein. Mais regardez ce qui se passe chez nous. Une exaction de plus dans le département du Pôle. Les ex-combattants ninja Siloulou, sous le commandement de l'ancien chef rebelle Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Toumi, viennent de ôter la vie à 3 personnes dans le village Siasia, à une 60aine de kilomètres de Brazzaville. Les ninjas ont embuscadé l'ambulance qui partait avec les blessés de l'autre côté de Brazzaville. On a emmené à l'hôpital parce qu'ils ont commencé vers Mvoula et l'ambulance qui emmène. Et à ce moment-là, ils ont tendu l'embuscade. Les ninjas ont tendu l'embuscade à l'ambulance et à la force, celui qui convoyait les malades. Tout est parti d'après le porte-parole de la police d'une attaque à main armée perpétrée dans la nuit du 28 septembre par les ninjas
qui ont tiré sur ce bus de transport en commun, faisant plusieurs blessés. L'ambulance transportant les blessés à Brazzaville fera à son tour l'objet d'une autre attaque. Des assaillants furieux vont tirer sur le chauffeur avant de l'incinérer avec 2 des blessés du bus attaqués à quelques kilomètres plus loin. Les forces de police déployées sur le terrain ont trouvé une pièce à conviction, la carte d'ex-combattant du nommé Sylvain Richard Bintamou, coordonnateur des ninjas en 2012. C'est la 3e attaque en l'espace d'une semaine dans ce département. Depuis le mois d'avril, les ninjas ne cessent de commettre des actes terroristes d'une extrême atrocité sur des populations. Ils braquent, violent et tuent les innocents. Le cas de viol le plus patent est celui d'une vieille dame âgée de 75 ans, nous rappelle le porte-parole de la police. Mais les forces publiques, engagées à protéger les populations, ont décidé de craquer le pasteur Ntoumi et du lycée-lieutenant, tous sous le coup d'un mandat d'arrêt. Cette ambulance incendiée est donc la dernière des multiples actions commises par les rebelles ninjas dans le département du Poul, au sud de Brazzaville. Derrière moi, des forces de sécurité qui se déploient pour craquer ces hors-la-loi qui sèment la terreur dans ce département. Sur les lieux de l'attaque, Louis-Marcel Sato, Sébastien Messi pour Vision 4. Grandement faux. Ce qui se passe au Poul, ce que nous avons vu, soi-disant, ambulance attaquée par les ninjas, grandement faux. Ce sont les hommes de 8%, les cobras, qui ont tiré sur l'ambulance, qui ont tué. Et ils ont eu à dire les viols. Grandement faux. Ce sont les hommes de 8%, les cobras, qui violent les femmes, qui violent les enfants. La vérité doit être dite. Nous avons affaire à des psychopathes, des mythomanes. Oui. Oui. Tuer au Poul chez moi, c'est magnifique, hein? C'est magnifique, parce que la France a donné le feu vert. La France a donné le feu vert. Et la France, ravie, hein? Ravie de ce qui se passe au Poul. Ravie des massacres au Poul. La France, ils sont ravis. Très joyeux. On tue les Congolais. Et la France sont joyeux. Ça fait plaisir à Paris. Paris adore qu'on tue les peuples du Poul. Oui. Oui. C'est bien. C'est bien de tuer les peuples. Hein, le peuple. Nous allons suivre autre chose. Donc, nous allons suivre les stratégies de la compagnie, soi-disant du pétrole, mais qui n'est qu'une compagnie de la mafia. Total. Total, une grande partie, une grande mafia. Vous vous souvenez des Paradise Papers, cette immense fuite de documents confidentiels? Eh bien, ils continuent de parler. En les épluchant, Jérémy Baruch, journaliste au Monde, a découvert comment Total a aidé la République du Congo à contourner des directives du Fonds monétaire international. C'est l'affaire Likwala. Pour comprendre, il faut remonter à la fin des années 90. Au terme d'une guerre civile sanglante, Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir, mais il trouve les caisses de l'État trop vides à son goût et estime que c'est en partie la faute d'Elf, l'une des grandes sociétés pétrolières françaises. En 2003, Total, qui a racheté Elf, décide de balayer ce contentieux et trouve un terrain d'entente. Au lieu d'une transaction financière, Total propose au Congo une concession pétrolière. Sauf que le Congo a besoin d'argent.
La solution, ce serait de faire ce qu'on appelle dans le jargon bancaire un préfinancement pétrolier. Un préfinancement pétrolier, ça veut dire que le Congo va pouvoir emprunter de l'argent à une banque contre une somme qui équivaut à des barils de pétrole qui n'ont pas encore été extraits. De quoi transformer la concession pétrolière en machine à cash avant même que le pétrole n'ait coulé. Problème, pour des institutions internationales comme le FMI, ce type d'accord est suspect. Il y a de nombreux intermédiaires, de l'argent peut être facilement détourné, bref, un gros risque de corruption. Le Congo s'est d'ailleurs engagé dès 2000 devant le FMI à ne plus y avoir recours. Et c'est là qu'apparaît l'affaire Likwala. Pour échapper au radar du FMI, Total a imaginé un montage offshore complexe afin de dissimuler un tel préfinancement. Et bien qu'elle s'en défende, Total est la pierre angulaire de ce montage. C'est ce que prouvent tous les documents auxquels le monde a eu accès. En résumé, voilà comment ils s'y sont pris. La multinationale basée en France a créé Montreau International Limited, une société enregistrée dans un paradis fiscal opaque, les îles Vierges britanniques. Cette société a ensuite été intégrée dans une autre structure, à Jersey, Montreux Trust. Et elle est ensuite devenue propriétaire de Likwala SA, une société congolaise. Likwala SA est en fait une sorte de coquille vide. Elle n'a pas d'employé payé, mais juste un administrateur qui est en fait un cadre de Total. Elle n'a pas de compte en banque, elle laisse le soin à Total de gérer ses finances. C'est aussi Total qui paye les gestionnaires des sociétés offshore. C'est grâce à la société Likwala, sortie de nulle part, que Total peut monter le préfinancement pétrolier. Elle emprunte 70 millions d'euros à la BNP Paribas pour acheter une concession pétrolière au Congo-Brazzaville. Le remboursement de cette somme est garanti par la production pétrolière sur les 7 prochaines années. Et encore, ce n'est pas Likwala qui extrait le pétrole, c'est Total. Au final, Total n'a rien déboursé, le Congo récupère du cash, et tout ça s'est fait à l'insu du FMI. Voilà la grande mafia. Total, grande mafia. Grande entreprise française. Ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes. Rien. Et Total se disent qu'ils peuvent massacrer les Congolais, tuer les Congolais. Et Total se fait des grands bénéfices en tuant mes frères, en tuant mes sœurs. Oui. Et c'est comme ça que ça marche. Total tue. Parce qu'ils se croient, ils se disent permis à tout. Massacrer les Congolais. Oui. Massacrer les Congolais, c'est génial. Tuer les Congolais, c'est génial. Et Total continue à faire ces massacres d'atrocités. Oui, mais est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va continuer à observer tout ce cinéma? Je dis non. Je dis non. Non et non et non et non. Non. Nous allons écouter quelque chose de très très important. J'ai toujours entendu dire qu'elle était une des vaches à lait de la République. Roland Dumas. Bonsoir, c'est une émission inédite et exceptionnelle que nous vous proposons ce soir puisque nous allons vous raconter la plus invraisemblable affaire politico-financière de ces dernières années, l'affaire Elf. Elf qui a longtemps été la plus importante entreprise française, c'est aussi celle qui réalisait le plus de profits. Problème, une partie de ces bénéfices aurait été détournée entre 1989 et 1993. 3 milliards de francs, c'est l'estimation en général admise, auraient disparu des caisses de la plus profitable entreprise française.
L'affaire Elf, c'est un véritable thriller, un véritable feuilleton où se côtoient des chefs d'État africains, des hommes politiques, des hommes de l'ombre, des intermédiaires à la réputation parfois sulfureuse, dans certains cas richissime, un ancien président de la compagnie qui a été incarcéré en prison, qui a été plus de 30 fois mis en examen dans cette affaire et qui sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau, Loïc Le Floch-Prigent. Où sont passés les milliards d'Elf? Comment fonctionnaient les commissions? Compte secret, argent liquide, caisse noire? Pourquoi le système a-t-il dérapé et qui en a profité? Des réponses ce soir dans Capital. 3 milliards de francs disparus en commission, Elf, c'est un incroyable polar où l'argent coule à flot. Avec le pétrole, on peut acheter des consciences. Un système bien rodé, bakchiche contre pétrole, qui a bénéficié de ces commissions? Pourquoi les pays africains n'ont-ils pas profité des richesses de l'or noir? Avec le pétrole qui coule à flot à Pointe-Noire, avec la richesse de ce pays pendant 30 ans, comment se fait-il qu'il n'y a même pas au moins à Pointe-Noire ou à Brazza une clinique convenable où on peut se faire opérer de l'appendicite? De l'argent est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France. Compte secret, valise de billets, par quel circuit passaient les millions? Des billets? Des billets Des billets dans des... Voilà. Excusez-moi, avez-vous déjà vu, quand il y a un direct, est-ce qu'en 57 minutes on peut couper quelqu'un? Facebook, les dictateurs ont donné beaucoup d'argent à Facebook. Ils ont donné, la France a donné aussi. La France maintenant demande à Facebook de couper les directs des résistants qui disent la vérité. Ça traumatise. La vérité traumatise les dictateurs voleurs de merde. Mais nous allons continuer à parler. Vous pouvez couper. Continuerons à parler. Nous allons suivre la mafia de la France. Oui, c'est parti. On me coupe, moi je reprends, il n'y a pas de problème. On me coupe parce que la vérité fait mal. Oui, la vérité fait mal. Le direct, il commence, on me coupe. Hein? Le direct. Hein? On coupe. Parce que le tien dit la vérité. Le tien dit la vérité. Donc il faut couper. Parce que Macron, Jupiter appelle Facebook et il coupe. Jupiter, la dictature en France. Il est temps que les Noirs puissent comprendre que nous sommes en guerre. Oui. Oui. Nous sommes en guerre. La France, elle coupe les directs des gens. Les gens qui disent la vérité, hein, parce que la vérité fait excessivement mal. Ça les tourne la tête. Les francs-maçons de merde, la vérité les tourne. Mais est-ce que la vérité va rester dans le silence? La vérité sera toujours dite. Comment se fait-il qu'il n'y a même pas au moins à Pointe-Noire ou à Brazza une clinique convenable où on peut se faire opérer de l'appendicite? De l'argent est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France. Compte secret, valise de billets, par quel circuit passaient les millions? Des billets? Des billets dans des valises. Eva Joly, Renaud Van Ruynbeck, des juges devenus célèbres en s'attaquant au PDG et aux ministres, de quels moyens disposent-ils pour mener leurs enquêtes? Et nous allons commencer cette émission en allant en Afrique. L'Afrique, véritable chasse gardée de Elf, qui a représenté jusqu'au 3/5 de sa production de pétrole. L'Afrique sur laquelle, pendant plus de 30 ans, la compagnie a fait main basse. Comment expliquer que dans un pays aussi riche en pétrole que le Congo, par exemple, il n'y ait même pas un hôpital décent, alors que dans le même temps, ses dignitaires roulent en limousine? Comment expliquer que des cargaisons entières de pétrole aient pu disparaître sans laisser de traces entre l'Afrique et l'Europe? Les milliards d'Elf, première partie de ce document, le fruit d'un an d'enquête dans les coulisses d'un dossier explosif qui va vous emmener de Paris à Brazzaville, en passant par Genève ou Londres. Un document réalisé par Denis Boutelier, Jean-Yves Charpin, Nathalie Martin, Yves Tournou et Tony Casabianca.
Lundi 13 septembre 1999, 11h. Philippe Jaffray, PDG d'Elf, descend de sa BMW blindée pour signer le rachat de son entreprise. Pas de journaliste. Et voilà l'homme qui vient de le faire tomber, Thierry Desmarais, PDG de Total. L'événement est énorme et toutes les caméras de télévision sont là. Derrière les sourires et les poignées de main, Elf vient tout simplement de se faire racheter par son ennemi juré, Total. Monsieur Jaffray, s'il vous plaît. Et vous nous regardez là, s'il vous plaît, voilà. Après 32 ans de service, c'est la fin d'une époque pour Elf. D'Elf, on connaît bien sûr les pompes à essence. Elle a longtemps été la plus grande entreprise de France, 100 000 employés et 600 millions de francs de chiffre d'affaires par jour. C'était même le porte-étendard de la France à l'étranger, dans les mers africaines, dans les laboratoires de recherche ou sur les circuits de Formule 1. Mais pour beaucoup, si Elf en est arrivée là, c'est qu'elle a aussi abrité le plus grand scandale des 30 dernières années, l'affaire Elf. Elf, l'énergie d'une passion. À l'origine de l'histoire, des millions distribués en toute discrétion par les patrons de l'entreprise. Pour comprendre, nous sommes allés voir l'ancien PDG d'Elf entre 89 et 93, Loïc Le Floch-Prigent, aujourd'hui consultant. Prédécesseur de Philippe Jaffray, il est le seul PDG à accepter aujourd'hui de parler de ces millions qui font scandale, ce qu'on appelle les commissions, des sommes colossales versées à des intermédiaires pour obtenir des contrats. Elles sont justifiées depuis l'origine par le fait que si jamais elles n'existent pas, on ne fait rien. C'est-à-dire ? Si jamais vous ne voulez pas, si jamais vous ne voulez pas rentrer dans un pays, c'est facile, vous ne payez pas de commission. Exactement, si jamais vous voulez rentrer dans un pays, vous payez une commission. À qui cet argent est-il versé? Par quel circuit secret transite-t-il? Nous nous sommes intéressés à une des plus grosses opérations menées sous le règne de Loïc Le Floch-Prigent au Venezuela, un pays pétrolier d'Amérique du Sud. Nous sommes alors en 1990. Elf cherche à obtenir la concession de 2 champs de pétrole situés dans cette région, l'Orénoque. Problème, les dirigeants d'Elf ne connaissent personne au sein des autorités locales. Il leur faut trouver un entremetteur. Et c'est là qu'entre en scène André Guelfi, fou d'avion et milliardaire. Il a déjà fait ses preuves dans les affaires au Venezuela pour le compte d'autres entreprises françaises comme la Générale des Eaux. Elf fait appel à lui. Alors il me demande d'intervenir pour que je puisse avoir les meilleures zones. Je lui dis écoutez, c'est pas difficile, envoyez vos techniciens là-bas, voyez les zones que vous préférez et moi je me charge avec mes amis et mes relations de vous les faire attribuer. Ce qui compte dans ces affaires, ce sont les relations. La force d'André Guelfi, ça tombe bien, c'est son carnet d'adresses. Au Venezuela, il connaît notamment un amateur de cigares bien introduit dans le pays, un certain Ago de Mirjian. Ago s'occupait beaucoup du Venezuela parce qu'il avait des approches plus qu'intimes avec le président de la République, puisque lui, sa femme était belle-sœur du président de la République. Donc c'est ce qui lui permettait de... Évidemment, d'avoir toutes les portes ouvertes. L'intervention du fameux Ago et d'André Guelfi au Venezuela sera efficace. Grâce à eux, le patron d'Elf réussit même à rencontrer le président vénézuélien, Carlos Andrés Pérez. Et 2 protocoles d'accord sont signés entre Elf et le pays. Ce que personne ne sait alors, c'est que Elf a débloqué une importante somme d'argent à André Guelfi. Un contrat secret est signé, en un seul exemplaire, déposé dans un coffre en Suisse, ce qu'on appelle un contrat de commission. Une commission, c'est de l'argent versé à des intermédiaires qui vont payer des gens influents dans les pays. Et pour payer ces gens influents au Venezuela, Elf dépense rien moins que 20 millions de dollars, 140 millions de francs, à répartir entre différentes personnes, amis du fameux Ago. L'homme à convaincre était bien sûr le président Carlos Andrés Pérez. On apprendra plus tard qu'une partie de cet argent a bénéficié à certains de ses proches. Qu'on le veuille ou non, il faut corrompre ou le ministre du pétrole ou les responsables. Parce que qu'est-ce que vous croyez que les intermédiaires ils font dans ces cas-là? Les intermédiaires, ils essaient, eux, d'obtenir le résultat.
Alors, à qui voulez-vous faire croire qu'ils obtiennent des résultats à la sueur du front sans intéresser personne? Verser des commissions pour André Guelfi, ça veut dire corrompre. L'entreprise Elf a versé chaque année jusqu'à 5% de ses investissements à des responsables politiques pour qu'ils lui accordent des marchés dans le monde entier. Derrière ces opérations pétrolières en mer du Nord, en Russie, au Kazakhstan, au Moyen-Orient, en Afrique, partout, il y a des commissions. Impossible de faire autrement face à la concurrence des autres compagnies pétrolières qui font exactement la même chose. Ils sont obligés de payer, ils payent. Ils payent, que ce soit en Angola, ou au Gabon, ou n'importe où. On est obligé de payer les chefs d'État ou les responsables. Si vous ne payez pas, vous n'avez que dalle. Depuis Pierre Guillaume, le premier PDG d'Elf dans les années 60, et sous la présidence de tous ses successeurs, des sommes considérables ont été versées. Entre 300 et 800 millions de francs de commission, selon les années. Vous êtes certain que ça a été pratiqué dès la création de l'entreprise, sous M. Guillaume? Il n'y a pas d'autre solution. Ça a été continué sous M. Chalandon, oui. Et sous M. Pecker. Oui, et continué sous M. Geoffrey. Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Et M. Desmarais continue, il n'y a pas d'autre solution. Payer des bakchiches, les mots comme les montants ne sont évidemment inscrits nulle part dans les documents annuels que publie Elf. Les salariés ne les connaissent pas, les actionnaires non plus. Mais aussi incroyable que cela paraisse, elles ne sont pas secrètes pour tout le monde. Elles sont même légales et avalisées par les plus hautes autorités de l'État, au ministère des Finances. Par de très hauts fonctionnaires à la direction des impôts, dans le quartier de Bercy. Jusqu'à une loi votée en l'an 2000, payer des responsables politiques étrangers n'était tout simplement pas interdit. Ça reste quand même un sujet tabou, pas facile à aborder. L'administration pouvait être informée que des commissions servaient à corrompre des agents étrangers. Il est arrivé que l'administration fiscale soit amenée à constater le versement de commissions et grâce à l'ensemble des éléments qui ont été recueillis par les vérificateurs, on était convaincu qu'une partie de ces commissions rémunérait les services d'agents publics étrangers. Ces commissions étaient tellement légales qu'il y avait même un formulaire prévu pour ça, le formulaire DAS2. On y écrivait les sommes et les coordonnées des intermédiaires concernés. Et ça permettait aux entreprises de les déduire de leurs impôts, comme n'importe quelle dépense professionnelle. Les commissions qui sont versées par les entreprises obéissent aux mêmes règles de déduction que les autres charges de l'entreprise. Et il n'y a pas que Bercy qui était au courant. Les présidents de la République auraient été informés du versement de ces millions cachés, de De Gaulle à Jacques Chirac. C'est en tous les cas ce qu'affirme Loïc Le Floch-Prigent, ici en photo avec le président François Mitterrand. J'en informe, moi, le président de la République ou son secrétaire général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes, puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne, non pas de façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique. L'Afrique, le long des côtes du golfe de Guinée, c'est le précaré historique d'Elf. Elle représente les 2/3 de la production de la compagnie, au large du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale Brazzaville. Malgré ses 14 millions de tonnes de pétrole produits chaque année, le pays est mal géré depuis 30 ans. Mais Elf a su gagner énormément d'argent grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué.
Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Là, on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Les systèmes de comptage étaient imprécis. Ces manipulations, les cadres congolais du pétrole s'en doutaient, mais impossible alors pour eux de poser trop de questions à Elf. Dans sa maison de Brazzaville, nous avons rencontré Saturnin Okabé. Il a été plusieurs fois en prison pour ses idées politiques et a été écarté de la gestion du pays depuis plusieurs années. Mais dans les années 80, il a été un des grands patrons des pétroles congolais. Selon lui, il n'était pas facile de contester ouvertement l'honnêteté d'Elf et des autres compagnies pétrolières. C'était toujours dangereux de vouloir donner l'impression qu'on n'a pas confiance à tel ou tel opérateur économique. Ça, je dois aussi vous le dire. C'était dangereux. Dangereux pour la personne qui était là. Parce que c'est quand même l'affaire pétrolière, et il faut le dire, est quand même une affaire de gros sous. Pour avoir mis son nez dans cette affaire de gros sous, il raconte avoir été tout simplement viré de son poste, un des plus importants du pays, en 1991, du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui m'est très confiant, qui m'a dit, écoute, demain matin, ne viens pas au bureau. Ah bon? Et demain matin, je ne suis pas parti au bureau, mes portes étaient fermées, clouées. Mais selon plusieurs responsables congolais, Elf aurait fait plus que cacher des quantités de pétrole. Jusqu'au milieu des années 90, la compagnie aurait menti au pays sur la vraie valeur de ces barils de brut. Pendant longtemps, on nous a fait croire que notre brut n'était pas d'une bonne qualité. Tous les pétroles produits à travers le monde ne sont pas de la même qualité, donc de la même valeur. Pour le pétrole produit au large du Congo, comme c'est Elf qui le commercialisait sur le marché mondial, ces calculs se faisaient dans les locaux de la compagnie, à Paris. Des calculs très défavorables aux Africains, qui permettaient à Elf d'acheter le pétrole brut moins cher, après ce qu'on appelle une décote. Près des Champs-Élysées, nous avon retrouvé Mumungan Gila, ministre des Finances congolais en exil. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 1993, il a été un des premiers à dénoncer cette décote.
Quand nous sommes arrivés, la décote était extrêmement lourde. Hein. Elle était combien? 5 $ à peu près. En tout cas, régulièrement. 5 $ sur quoi? Par baril. Alors, le pétrole congolais valait-il vraiment 3, 4, 5 $ de moins par baril que le prix mondial, comme Elf le payait à l'État congolais de l'époque? Mungangila est persuadé que non. Quand les Congolais s'en sont sérieusement préoccupés, Elf a été obligé de remonter ce prix, comme d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'à votre connaissance, ça correspondait au prix réel auquel il était vendu in fine sur le marché? Je vous dis que non, puisque nous avons pu ramener la décote de 5 $ à 1,5 $. Ça veut dire que quelque part, il y avait 3,5 $ qui se baladaient. Alors, va-t-on me faire croire que les qualités de ce brut avaient subitement changé? Par quel miracle? Par quel miracle? Nous avons rencontré à Paris Patrick Gantès. Il a été cadre chez Elf pendant 20 ans. Il a été notamment délégué au Congo. Aujourd'hui, il admet que Elf a tiré parti sans complexe de la confiance des Congolais. Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. Et ce n'est pas tout. Selon nos interlocuteurs à Brazzaville, la compagnie locale Elf Congo, dont voici les bureaux, ne payait pas ou peu d'impôts. Elf Congo affirmait gagner très peu d'argent, à la grande surprise de la plupart des responsables du pays. Il y a eu des périodes euphoriques, hein, quand il y a une période de boom pétrolier, où je me souviens dans les années 80, entre 80 et 83, vous avez eu le baril qui était allé parfois jusqu'à 40 $. Et le dollar à cette époque coûtait 10 francs. Donc on ne peut pas dire que c'est petit l'argent dans un contexte aussi favorable. Mais en revanche, la société présentait dans son bilan un déficit. Eh oui. Eh oui. Difficile à comprendre, venant d'une filiale qui représente entre 12 et 14% de la production d'Elf dans le monde. Pourtant, c'est tout simple. Les bénéfices n'étaient pas déclarés au Congo, mais en Suisse ou en France. Une idée qui remonterait au premier directeur financier de la compagnie. On va faire le gain minimum à la filiale, si vous voulez, pour en faire profiter le maximum les structures centrales. En limitant les gains de la filiale, quelles conséquences pour le pays producteur? C'est que l'impôt est moindre. La recette fiscale est moindre. Et ça joue sur des montants importants? Oui. Nous sommes confrontés à des difficultés telles qu'à certaines périodes, on s'est retrouvé avec des recettes de 10 000 francs ou 7 000 francs par mois. Des recettes? Des recettes pétrolières. 10 000 francs de recettes pétrolières? 10 000 francs français de recettes pétrolières ou 7 000 francs. Au pire, on a eu 7 000 francs français de recettes pétrolières mensuelles. Résultat de 30 ans de mauvaise gestion et d'économie pétrolière, le pays est surendetté. Aucun banquier ne veut lui prêter, alors c'est Elf qui va lui servir de banquier. Au Congo, par exemple, la compagnie a prêté sur 3 ans entre 92 et 95 plus de 4 milliards de francs, à des taux très élevés. Entre Congo, Gabon et Cameroun, ces préfinancements auraient rapporté beaucoup d'argent à la compagnie. Est-ce qu'on peut estimer combien rapportaient ces préfinancements à la compagnie ou quelle part de ses profits ils ont pu représenter? Moi, je dirais, au bas mot, 400 milliards. Une chose est sûre, comme dans beaucoup de pays du tiers-monde producteurs de pétrole, l'or noir n'a pas profité aux Congolais. Pour ceux qui ont du travail, le salaire ne dépasse pas 200 francs par mois. Toutes les maisons n'ont pas l'eau courante et on vend l'eau dans la rue, dans des sachets. En dehors de quelques grandes avenues, il n'y a pas de trottoir, pas de goudron. Les enfants ne vont pas tous à l'école, il n'y a pas assez de place. On est loin de l'opulence des Émirats du Golfe Persique. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller à l'hôpital militaire de Brazzaville, le seul en état de fonctionner de la ville. Aujourd'hui, c'est branle-bas de combat. Une mission humanitaire, le Comité international pour la renaissance de Brazzaville, arrive de France avec des médecins et du matériel. 71 colis en tout. Et il y en a besoin. Ici, on manque de tout, à commencer par les outils. Vous amenez même des outils avec vous? Oui. Oui, on va leur laisser tout sur place après. Oui. Il n'y a rien là, j'ai peut-être des étagères. Il y a des étagères, mais il n'y a rien dessus. Il n'y a rien du tout.
Et il n'y a pas même une ampoule électrique de rechange, ni d'ailleurs de matériel chirurgical. Il n'y a pas de moyens, ne serait-ce que des fils, en dehors des fils, du matériel qu'on laisse en place. Il n'y a pas de fil pour opérer les gens, pour les recoudre. Non, les malades sont obligés d'aller acheter leurs fils. Voilà. Monsieur Gatsono, voilà comment la France se tue au Congo. Voilà comment la France appauvrit tout le continent de l'Afrique. La mafia du pétrole, la mafia des cargos mafieux, des cargos écrans qui vont avec des tonnes et des tonnes de pétrole. Ça se passe pas qu'au Congo-Brazzaville, dans tous les secteurs de l'Afrique centrale. La mafia du pétrole, oui, Elf Aquitaine, s'est enrichie derrière mon pays, le Congo-Brazzaville, ainsi que les pays de mes frères africains. Total, immensément friqué. Ils ne payent pas de taxes, impôts, rien du tout. Total, la grande mafia des mafias. Et ils tuent. Nous allons continuer à suivre cela. La France, une grande mafia. Et ils tuent les Congolais aux poules. Ils tuent et ils tuent. Pour les détournements de pétrole, les détournements du coltan qu'ils ont découvert, là où habitaient pas mal de mes parents, aux poules. Et l'Élysée de Hollande la pute a donné le feu vert. Maintenant c'est l'Élysée de Jupiter Macron qui donne le feu vert d'exterminer les Congolais. Et pourtant des malades, il y en a. Plus d'une centaine font la queue depuis des heures pour venir consulter les médecins venus de Paris. Monsieur Ndongo. De quoi vous vous plaignez, monsieur? Je sens une douleur ici. Oui. Et ça fait très longtemps que vous avez mal? Ça fait combien de temps? Ouais, 3 ans. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir vous opérer ici. Sur la colonne vertébrale, c'est difficile. Je crois qu'il faut mieux s'occuper de tout ce qui est problème de fracture. Le monsieur en bleu qui boite ne sera pas opéré. Les médecins se concentrent sur les cas d'urgence. Cette dame est arrivée au bord de la mort. Avant de repartir à Paris, les médecins vont faire ce qu'ils peuvent. Le pronostic est toujours très sombre quand même dans ces cas-là. L'argent du pétrole n'est pas à l'hôpital. Et pourtant, il n'est pas perdu pour tout le monde. Et d'abord, pour les hommes au pouvoir. Voilà la France-Afrique. La France-Afrique, une idiotie énorme. Et là, les Congolais du Nord, Yaka Yaka. Yaka Yaka, ils disent Denis Sassou. Mais ils devront dire Yaka Yaka. 8%, tu n'as pas gagné aux élections. Oui. Mais 8%. L'enfoiré de merde qui ose venir à l'Élysée, il a mis ses pattes. Et avec un grand sourire. Et Emmanuel Macron est vite descendu pour accueillir Sassou le tueur des tueurs. Nous allons encore suivre cela et après nous irons à l'Élysée voir comment 8% bien accueillis par Jupiter Macron, le roi de France. Ce jour-là, le président de la République tient un meeting politique dans le quartier de ses supporters, au nord de Brazzaville. Escorté d'une douzaine de motards dans sa Mercedes blindée, il vient se faire acclamer par les gens de son ethnie. C'est l'homme qui domine la vie politique depuis 25 années au Congo. C'est l'interlocuteur numéro 1 des pétroliers, Denis Sassou Nguesso. On a donné un t-shirt neuf et un jour de congé aux lycéennes pour venir chanter les louanges du héros du jour. Pourquoi vous êtes là?
Vous êtes à l'école? Aujourd'hui, on est chez moi ici pendant le président. Mais vous êtes lycéenne, collégienne? Vous êtes dans quelle classe? Ne pas trop se fier à la foule en délire, tout le monde n'est pas invité. Et le défilé a lieu sous haute protection militaire. Le général Sassou est arrivé au pouvoir après un coup d'État et les opposants sont en prison ou en exil. Il règne sur le pays comme un roi plutôt que comme un président. Ses opposants lui reprochent d'avoir accaparé les ressources du pays. Il s'est approprié le Congo comme en rente personnelle. Donc il pense que le Congo c'est sa propriété. Mais vous savez très bien que quand M. Sassou était en France ici, quand il faisait le couvert à ses amis, il disait le pétrole du Congo c'est mon pétrole. Donc il se comporte comme tel. Quoi que c'est son pétrole. Ce n'est pas le pétrole du Congo et des Congolais, c'est le sien. Comme à chaque fois qu'il se déplace, le président monarque est accompagné de sa cour. 2 millions de Congolais vivent dans la misère, quelques milliers d'entre eux roulent carrosse sans complexe. Ces 4x4 climatisés flambant neufs, des Toyota, tous les mêmes, valent 600 000 francs pièce. Voici par exemple le ministre des Hôpitaux, accompagné de son épouse. Voilà, 4x4 toutes neuves valent 600 000 par pièce. Imaginez, immensément beaucoup d'argent, mais que les Congolais ne voient pas. Voilà pourquoi au Congo, il n'y a pas d'eau potable. Dans des robinets de merde, il n'y a pas d'eau potable. Parce que, à l'époque d'Hollande la pute, allô, c'est Hollande, oui, c'est le président Hollande. Envoyez-moi toutes les valises de la France-Afrique, ainsi que des mallettes. Vous les passez à Robert Bourget, ok? Oui, c'est Hollande le président. J'ai besoin de mon fric maintenant. Et c'est comme ça que ça marche. Le fric passe comme ça. La mafia, des gens qui en profitent d'un petit pouvoir donné par le peuple. Et ils en profitent de racler immensement les bien mal acquis. Voilà pourquoi vous avez pas mal des dictateurs qui ont des appartements luxueux à Paris, des pavillons luxueux à Paris, d'autres même ont des châteaux. Mais ils ont oublié, ces dictateurs enfoirés de merde, marionnettes de la France-Afrique de merde. Ils ont oublié que Bokassa, l'empereur de Centrafrique, petit préfet de la France bien-aimé, et marionnette de la France, Bokassa a perdu tout. Son château de Drocourt, à Drocourt, est passé. A été vendu par l'État français et ils se sont empochés ce pognon. La vérité doit être dite. Pendant ce temps, Bokassa a laissé plus de 87 gosses. 87 enfants. Et la France, ils s'en foutent. Il y a un enfant à Bokassa qui était mort dans le couloir du RER à Châtelet, parce qu'il s'était retrouvé clochard en France. Pendant que ce temps, son père a laissé des milliards. Son père a laissé des biens, les châteaux confisqués, l'argent de Bokassa confisqué. Par qui? La France. Valéry Giscard d'Estaing, détourneur de la femme impératrice de l'empereur Bokassa, et détourneur d'immensément des milliards de Bokassa. Tous les régimes qui sont rentrés à l'Élysée se sont servis du pactole de Bokassa. Et c'est comme ça que ça marche. Vive les Bleus! Et les Français, les Africains hier ont crié « Vive les Bleus !» Mais les Africains ont un problème. Tous des mythomanes, des psychopathes. Ils ont crié « Allez les Bleus !» D'autres dans les balcons, d'autres dans leur petit appartement, d'autres dans leur pavillon, en train de sortir « Vive les Bleus !» Les idiots que vous êtes.
Pendant qu'ils crient « Vive les Bleus », les multinationales, ils opèrent comment exterminer plus les populations aux poules pour servir du coltan. Oui. Pendant que les Africains ont crié hier « Vive les Bleus », en Centrafrique, chance que les Russes sont là, il n'y aura plus de merde comme avant. Mais si les Russes n'étaient pas là, la France allait chercher à faire toute sa mascarade de magouille. Parce que pour eux, l'Afrique centrale, c'est leur territoire. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Cette Europe de merde a trompé immensement pas mal des Africains avec leur nationalité de merde, les papiers de merde, pour exterminer les peuples noirs. On te attribue une nationalité, passeport belge, passeport français, passeport italien, espagnol. Mais tu es un noir. Mais pendant ce temps, on tue en Afrique. Et les Africains, hier, ont sauté de joie à les Bleus. Des psychopathes, des mythomanes. On tue en Centrafrique. On tue en RDC. Plus de 30 millions de morts. Plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Les Africains sautent de joie. Allez les Bleus. La honte. On va continuer à suivre ça. Après, nous allons suivre autre chose. Épouse. Bonjour, monsieur le ministre. Comment allez-vous? Voilà, merci beaucoup. Pour accueillir tout ce beau monde, la présidence de la République a même engagé les hôtesses d'une agence de communication. Pour l'occasion, on a déroulé le tapis rouge dans la poussière. Comme quelques confrères africains célèbres, Mobutu ou Omar Bongo, le président lui-même a amassé une importante fortune personnelle à Paris. Il a beau dire, il a un hôtel particulier à Venirap, il a une propriété au Vésinet, il a bien beaucoup d'autres. Il a acheté ça comment? Voilà ses appartements de l'avenue Rapp, dans un des plus beaux quartiers de Paris. Et ici, au Vésinet, une propriété qui vaut plusieurs dizaines de millions de francs. Voilà. Et le Vésinet que vous voyez là, le Vésinet là, n'appartient pas à 8%. Le Vésinet appartient à mon oncle, l'ancien président Fulbert Yulou. Il avait payé avec son argent. Mais la mafia de la France Afrique, la mafia de chaque dirigeant qui sont arrivés aux affaires, ont falsifié des papiers, ont donné l'opportunité à 8% d'avoir les biens de mon oncle, Fulbert Yulou. Le château là que vous voyez là, le domaine là, au Vésinet Centre, n'appartient pas à 8%, appartient à mon oncle Fulbert Yulou. La vérité doit être dite. La vérité sera toujours dite. Une mafia bien organisée en France. Et voilà pourquoi les dictateurs, eux tous, leur passage en France, à l'oreille du président Emmanuel Macron, nous voulons que tu nous donnes le thé africain. Car ils ont besoin d'avoir le thé africain pour le découper et le préparer en barbecue. Ils veulent manger le thé en barbecue et boire le sang du thé avec des champagnes, coupes de champagne. Car tous ce sont des reptiliens, des avatars. Et ils passent par Jupiter Bacchant pour demander « donne-nous le thé ». Mais ils vont attendre longtemps, les enfoirés de merde, les psychopathes de merde. Nous allons continuer à suivre les bandes des enfoirés de merde de la France-Afrique de merde. Il était payé comment pour acheter tant de propriétés en France? Et ailleurs?
Si le président Sassou est devenu riche, c'est grâce à un système que connaît bien un homme. Le voici filmé lors du procès d'Huma de Viejoncourt. Ce visage de pierre, c'est André Tarallo, 72 ans, énarque, entré dans la compagnie en 1967, directeur général, l'homme qui a servi tous les patrons d'Elf. L'homme qui a fait la réussite de l'entreprise en Afrique, un homme aussi discret qu'indispensable. On sentait toujours la présence Tarallo dans toutes les décisions qui étaient prises au niveau pétrolier. Pour gagner autant d'argent en Afrique, Elf a dû s'assurer à chaque fois l'appui du chef de l'État concerné et de ses proches. Monsieur Tarallo l'expliquera au juge d'instruction plus tard. Il a fait attribuer des centaines de millions de francs de commission à différents chefs d'État africains, comme ailleurs dans le monde. Denis Sassou Nguesso, ici en photo avec lui, fait bien sûr partie des heureux bénéficiaires. Plus inhabituel, monsieur Tarallo a détaillé un incroyable système d'intéressement personnalisé, ce qu'il appelle les abonnements. Chaque fois qu'un baril de pétrole était extrait au Congo, comme de l'Angola ou du Gabon, entre 4 et 7 francs étaient reversés personnellement au chef de l'État. Cela fait quelques centimes par litre, multiplié par des centaines de millions de litres, cela fait beaucoup d'argent pour le président de la République. Sur son action pendant 30 ans en Afrique, M. André Tarallo a accepté de s'expliquer pour la première fois depuis 2 ans devant une caméra de télévision. C'est bien lui qui négociait personnellement ces fameux abonnements avec les présidents africains. Ce sont des accords secrets, mais de vrais accords, c'est-à-dire des contrats. Donc ça, c'est quelque chose qui se discute entre vous et le président? Oui, parce qu'encore une fois, c'est un contrat. Alors après cela était mis sous forme contractuelle et été signé par les ministres du pétrole, ministres des Finances de ces pays-là. Encore une fois, il ne s'agit pas Vous voyez ce grand psychopathe voleur, il ose dire des contrats bien faits et clairs, mais réellement grand fou, ce sont des contrats mafieux. Parce que ce voleur-là de blanc, là, il ne peut pas faire la mafia en France, mais ils vont le faire où? En Afrique. Parce qu'ils ont pris l'Afrique, un terrain de football de la mafia. L'Afrique est le terrain du football de la mafia. Et ils se disent, ils peuvent entreprendre plusieurs mafias dans le territoire qui ne leur appartient pas. Les enfoirés de blancs de merde. Les enfoirés de merde. On va en découdre avec ces espèces de merde. Le temps viendra. On va suivre. De choses cachées. Il ne s'agit pas d'argent circulant dans des valises. C'était comment alors un virement? C'était des virements. C'était des virements à des comptes qui étaient indiqués. À Brazzaville, nous sommes allés interroger le président Sassou Nguesso sur ces arrangements secrets. Il nous a reçus dans sa propriété personnelle. Le gazon est fraîchement tondu. Avant de l'interviewer, il faut passer le filtre de sa dizaine de conseillers personnels. Il ne dément pas que des accords occultes existent, aujourd'hui encore, avec les compagnies pétrolières, mais il refuse d'en parler avec précision. Je pense que de part et d'autre, s'il y a eu des travers, on va les corriger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont aujourd'hui arrêtés. Je ne suis pas dans tous les rouages pour savoir s'ils ont été totalement assainis ou pas. Monsieur Sassou Nguesso affiche sa sérénité. Donnez aux autres aussi qui travaillent. Hein? Santé. Au revoir, messieurs. Au revoir. Pourtant, ces accords secrets ont failli lui coûter son poste et la vie. Tout le système a failli capoter il y a 10 ans. Les Congolais, un jour, en ont eu assez de la misère et de la corruption. C'était en 1991. Dans un pays où le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, la corruption et la gabegie dans la gestion de la chose publique ont été presque institutionnalisés. Pendant 3 mois, le Congo se livre à une explosion démocratique, digne des États généraux de 1789. La population se passionne jusque dans les rues. Je saisis cette occasion
Des centaines d'orateurs, connus ou inconnus, accusent leur président, Sassou Nguesso, d'être un dictateur corrompu. Certains exigent même son arrestation. La mise en résidence surveillée de M. Sassou, qui a de nombreux comptes à rendre au peuple congolais, devant être immédiatement prononcée par la conférence nationale. Je vous remercie. Sur le banc des accusés, à côté du président Sassou, les compagnies étrangères,